Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoffe d'un chef. Aujourd'hui nous allons faire un petit épisode hors série pour parler de l'histoire des femmes et de la façon dont certaines sociétés ont traité leurs femmes des siècles durant. Personnellement, je ne suis pas féministe, je veux dire par là que je ne partage pas les obsessions du féminisme contemporain. Je n'ai pas cette obsession de l'avortement, de la parité, de toutes ces choses. Et rien ne me paraît plus laid que l'indifférenciation entre hommes et femmes. Le fait que dans l'histoire, les deux sexes aient eu des rôles, des places et des idéaux différents ne me choque pas du tout, ne m'a jamais choqué. Nonobstant ce fait, je suis bien conscient que parfois, à certaines époques, dans certaines sociétés, la féminité a été non seulement rendue invisible, mais elle a été réduite par le regard de l'homme à l'état de simple objet de fantasme ou objet de consommation. Cela n'a pas été vrai partout ni sans cesse, mais cela a été vrai souvent. Et si vous vous en doutez, je vais attirer votre regard sur quelques exemples qui vous montreront que ce que je dis est bien vrai. Dans l'histoire des sociétés humaines, il existe des rapports de force entre civilisations, entre nations, entre idéologies, entre classes sociales. De la même façon, il existe aussi un certain rapport de force entre les hommes et les femmes. Un rapport de force qui est défavorable aux femmes. Et pour cette raison, les femmes ont été parfois soumises à des systèmes juridiques, coutumiers, religieux, véritablement injustes. Alors on pourrait dire que c'est le patriarcat. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Le terme est un peu trompeur puisqu'il a l'air de dire qu'on a affaire à un phénomène général et uniforme. En fait, dans cette vidéo, on ne va pas parler du patriarcat, mais on va parler en tout cas de plusieurs sociétés patriarcales, de degrés divers, de natures diverses, mais qui dans tous les cas ont poussé leur domination jusqu'à dégrader les femmes physiquement et moralement. Ces sociétés ont comme point commun de modeler les femmes d'après l'image que les hommes ont dessinée pour elles, parfois pour se réserver une prééminence sociale, un contrôle sur le pouvoir, une série d'avantages juridiques, un certain confort sexuel, une autorité indiscutée au sein de la famille. Et ce rapport de force défavorable aux femmes, vous allez le voir, il peut aller jusqu'à leur mutilation. La société peut imposer aux femmes les marques physiques de leur infériorité. Ces violences dont je vais parler ne sont pas symboliques, elles sont réelles. Elles ne sont pas anecdotiques, je ne vous parle pas d'un petit village au fond de la Namibie. Non, ces violences sont massives, pratiquées à l'échelle d'une civilisation entière. Ces violences ne sont pas un abus du système, elles sont le système. Et croyez-moi, je pèse mes mots, elles sont contre nature. Je veux dire par là, directement tournées contre l'état naturel de la femme, qui se voit mutilée, qui se voit attaquée dans son corps, dans sa psyché, dans sa féminité. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet? On va parler de violences réelles, massives, systémiques et contre nature. De telles violences existent-elles? Certaines personnes pensent que non, ce n'est pas possible. Les hommes ont trop besoin des femmes pour les haïr ou pour les broyer. Mais en fait, on va voir que ces violences existent bel et bien. En Chine, une coutume s'est massivement répandue depuis l'époque des Tang puis des Song et s'est lentement amplifiée chez les Chinois entre le XIVe et le XXe siècle. Il s'agit de la tristement célèbre coutume du bandage des pieds. Les Chinoises ont de petits pieds. D'abord les Chinoises des milieux bourgeois et urbains, puis cette coutume s'est répandue à des classes inférieures. En quoi consiste cette coutume? Eh bien, le pied des fillettes est enveloppé dans des bandages extrêmement serrés de façon à ce que le pied reste minuscule et que les orteils finissent repliés sous la voûte plantaire. On obtient, au prix de terribles souffrances et d'empêchement de croissance, un pied en forme de lotus. C'est comme ça qu'on dit. Et qui est, au dire des plus fins poètes chinois, une véritable merveille d'élégance. Écoutons le témoignage de Ninglao Taitai, recueilli par Ida Pruitt et publié en 1945. Lorsque j'eus 7 ans, ma mère me lava les pieds, les couvrit d'alun et me coupa les ongles.
Ensuite, elle recourba les orteils sous la plante des pieds avec une bande de tissu de 3 mètres de long et de 5 cm de large. Elle m'ordonna de marcher, mais quand je voulus le faire, la douleur s'avéra insupportable. Cette nuit-là, j'avais les pieds en feu et fus incapable de dormir. Ma mère me frappa parce que je pleurais. Les jours suivants, je tentais de me cacher, mais on me força à marcher. Au bout de quelques mois, tous mes orteils, à l'exception du plus gros, étaient pressés contre la surface interne. Ma mère retira les bandages et nettoya le sang et le pus qui coulaient de mes pieds. Elle me disait qu'il fallait retirer de la chair pour que mes pieds deviennent bien étroits. Toutes les 2 semaines, je changeais de chaussures. Chaque nouvelle paire était plus petite que la précédente, d'1/4 ou d'1 demi-centimètre. L'été, mes pieds sentaient terriblement à cause du pus et du sang. L'hiver, j'avais les pieds froids du fait de l'absence de circulation. Mes 4 orteils étaient recroquevillés vers l'intérieur, comme autant de chenilles mortes. Il fallut 2 ans avant d'en arriver au modèle de 8 cm. J'avais les jambes fines, mes pieds étaient devenus arqués, laids et malodorants. Avec un pareil traitement, effectivement, les pieds deviennent petits et arqués, ce qui leur permet de tenir dans des chaussons minuscules prévus pour leur taille. Il est bon qu'une femme ait un petit pied de 7 cm et demi. Ils appellent cela un pied en forme de lotus. Pourquoi ? Pour être une fille mariable, tout simplement. Cette coutume a pu concerner peut-être 1 milliard de jeunes filles dans l'histoire. C'est dire qu'on parle d'une coutume répandue et persistante, que peut-être pas toutes, mais pratiquement une bonne moitié des jeunes filles de la fin de l'ère des Qing ont connu. Les mères ont infligé cela à leurs filles parce qu'elles étaient persuadées d'accroître leurs chances de marier un bon parti. Les hommes en effet raffolent, semble-t-il, de ces petits pieds. C'est parce qu'ils goûtent la démarche élégante et chancelante de ces femmes, ou plus sûrement encore en raison d'un fétichisme. En effet, il suffit de fouiller les odes et poèmes d'amour de l'époque pour comprendre à quel point le pied fait l'objet d'un véritable fétichisme sexuel de la part des hommes chinois. Tous les genres sont mobilisés, aussi bien les poèmes d'amour qui célèbrent leur élégance et leur beauté, que les textes érotiques, voire pornographiques, qui invitent le mari à les vénérer, les admirer, les lécher, les sucer, etc. Par contrepoids, le bandage des pieds est aussi réputé donner de beaux mollets et un vagin musclé, et donc accroître, paraît-il, les performances sexuelles de leurs épouses. Donc voilà, en Chine, une femme mariable, c'est une femme aux petits pieds. Alors pas de nos jours, mais jusqu'au milieu du XXe siècle. Et cela est si bien rentré dans la tête des mères qu'elles sont prêtes à commencer la torture avant même que leur enfant ait atteint l'âge de raison. Ce qui est d'ailleurs préférable puisque plus elles attendent, plus c'est douloureux. Cette coutume s'est répandue depuis les strates supérieures jusque vers les strates inférieures de la société, justement parce qu'imiter cette pratique, c'était se mettre à l'école de l'aristocratie et donc pouvoir attirer un meilleur parti, un meilleur mari, issu de la classe légèrement supérieure. Si votre fille n'est pas belle à ses 3 ans ou si elle n'est pas riche, on lui fait prendre de la valeur avec ça sur le marché de l'amour. Et bien souvent, ce mari qu'on lui choisit et qu'elle épouse très jeune, est un parfait inconnu pour elle. D'ailleurs, quelles sont les conséquences de cette coutume ? Des souffrances probablement indescriptibles, pas de liberté de déplacement, ces femmes ne peuvent pas marcher, en tout cas pas longtemps, les douleurs sont trop fortes, et donc elles restaient enfermées à la maison. Au moins on est sûr qu'elles ne vont pas jacasser avec les voisins, qu'elles ne vont pas travailler, faire des affaires, s'enrichir, on les soupçonne encore moins d'aller coucher avec d'autres hommes. Bref, on peut facilement instaurer une domination complète sur une femme dont les pieds sont handicapés. C'est en ce sens que cette coutume conforte parfaitement le pouvoir masculin sur la société des femmes. Cette coutume a disparu peu à peu sous Mao Zedong. On peut lui faire crédit de l'avoir interdite. Finalement, cette coutume est le fruit d'une société, oui, patriarcale, certes, mais aussi société faite de rivalité de classe, une société jalouse, pas forcément bourgeoise, mais fascinée par le désir d'imiter les classes aisées, même si cela doit aller jusqu'à soumettre nos filles à un traitement inhumain. Après le bandage des pieds, nous allons parler d'une autre coutume, c'est l'excision.
Là encore, comme je l'avais énoncé, c'est un phénomène massif. Mais lui existe encore. Il reste un élément important de la culture africaine subsaharienne. Certaines personnes innocentes pourraient croire que l'excision est un équivalent féminin de la circoncision. Je vous le dis tout de suite, absolument pas. C'est bien pire. Qu'est-ce que l'excision ? Il en existe de 3 degrés différents. L'excision de type 1, c'est l'ablation du clitoris. L'excision de type 2, ablation du clitoris et des petites lèvres. Et enfin, excision de type 3, ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres, à la suite de quoi on procède au scellement des 2 bords. On recoue les 2 bords pour les accoler et réduire l'orifice vaginal à un espace minuscule, une véritable tête d'allumette qui sert uniquement à laisser passer l'émiction et les menstrues. Cette opération, excision de type 3, se nomme aussi infibulation. Donc, on peut distinguer l'excision, type 1 et 2, et l'infibulation, qui est le type 3 et qui est beaucoup plus invasif et beaucoup plus agressif. L'opération est réalisée par des exciseuses, qui occupent cette profession dans le village. Elles réalisent cette opération sur des enfants d'âge divers, ça peut aller de quelques jours à 15 ans, au moyen de lames non stérilisées, évidemment. Tout ceci se fait en dehors des hôpitaux la plupart du temps. Dans les régions d'Afrique où l'excision est pratiquée, c'est un véritable rituel, une sorte de rite initiatique pendant lequel l'enfant passerait apparemment un certain stade de sa vie. Et généralement, on excise plusieurs filles en même temps. En fait, on les excise en série le même jour. L'UNICEF en 2020 estimait le nombre de femmes excisées dans le monde à 230 millions. Ça ferait 3% des femmes dans le monde. Les effets sur la santé sont nombreux. Les risques d'infection déjà sont très grands, en raison des lames qu'on réutilise sur plusieurs enfants. Les infections ou les hémorragies peuvent entraîner le décès de la petite fille. À cela, il faut aussi ajouter un traumatisme associé à l'événement. Tous les témoignages font état de scènes sanglantes. Les petites filles, qui se rappellent de ce qui s'est passé, évoquent surtout dans leurs souvenirs du sang répandu partout sur le sol et des petites camarades terrorisées qui se couvrent le sexe avec des feuilles. D'autres conséquences viennent plus tard, avec le temps. Parfois, il y a un chéloïde, un gros tissu conjonctif qui se forme comme réponse de l'organisme sur la plaie. Les douleurs chroniques pendant toute la vie de la femme sont fréquentes, même si elles ne sont pas systématiques. Le plus grave, c'est dans le cas de l'infibulation, car dans ce cas-là, il y a eu une suture et les parois finissent par se souder. La douleur revient brutalement au moment où la fille perd sa virginité, lors de la nuit de noces, en principe. Puisque cette nuit-là, pour déflorer la mariée, il faut commencer par une désinfibulation. Le mari se charge de forcer l'orifice, défaire brutalement les sutures, exactement comme vous écarteriez de force une chemise dont les boutons ont été mis. Cela peut occasionner des douleurs absolument atroces dont vous ne pouvez pas soupçonner l'ampleur. Et par la suite, pendant toute la vie sexuelle, il y a des troubles de l'orgasme et de la lubrification. Les douleurs sont également terribles lors de la grossesse et surtout de l'accouchement. Le corps est contrarié par la déformation des tissus des organes génitaux. L'accouchement est donc très douloureux et l'ouverture ne se fait pas aisément. Le recours à une césarienne est donc plus fréquent chez les femmes qui sont excisées. Mais l'effet peut être aussi psychologique. L'excision cause chez la jeune fille une véritable peur de l'homme. Une peur du moment où il viendra toucher cette région d'autant plus sensible qu'elle a été mutilée. Cette peur peut se transformer en une sorte de terreur et ne facilite pas du tout la vie sexuelle des jeunes filles dont on parle. Alors, qu'en est-il de la répartition du phénomène ? Il faut bien distinguer les femmes excisées et les femmes infibulées. L'excision, c'est-à-dire, ce que j'entends ici, c'est l'excision de type 1 et 2, est moins grave que l'infibulation, bien sûr. Cette excision, on la pratique en Afrique et en Indonésie surtout. En Indonésie, on pense que la moitié des femmes sont concernées. Il s'agit d'une excision de type 1 la plupart du temps, c'est-à-dire on a coupé simplement le clitoris. Depuis quelque temps, de plus en plus en Indonésie se pratique une simple piqûre sans ablation du clitoris. C'est sûrement un moyen indirect de préserver un peu cette coutume tout en évitant de trop choquer l'opinion internationale. Malgré tout, l'excision de type 1 existe encore. En Égypte aussi, c'est la quasi-totalité des femmes qui ont cette excision de type 1.
L'excision est également très fréquente, c'est-à-dire qu'elle touche plus de la moitié des femmes au Mali, en Guinée-Conakry et en Mauritanie notamment. Au total, elle est assez bien documentée dans 29 pays et on voit très nettement qu'il s'agit d'un phénomène subsaharien. Malgré tout, et même dans un pays, il peut y avoir de très fortes différences d'une ethnie à l'autre. Toutes les ethnies ne sont pas concernées. Dans tous ces pays, l'acte est réalisé par des exciseuses de métier, sauf peut-être en Égypte ou en Indonésie, où de plus en plus il est réalisé par des professionnels de santé. Parlons maintenant de l'infibulation, qui est beaucoup plus agressive. Il s'agit en fait d'un suturage de l'accès aux voies génitales. Les femmes infibulées, elles, se trouvent surtout dans la Corne de l'Afrique, en Somalie et en Érythrée notamment, mais aussi dans certains pays du golfe de Guinée, comme la Sierra Leone. Dans ces pays, c'est plus de la moitié des femmes qui ont subi une infibulation. Alors, les causes de cette coutume, ces avantages, pour l'homme, sont assez incertains. Dans le cas des infibulations, la femme est scellée, c'est-à-dire que le mari a la certitude de sa virginité au moment du mariage. Les jeunes filles devenant naturellement terrorisées par les hommes, elles les fuient. Elles n'interviennent donc pas dans le choix du mari, qui est fait exclusivement par ses parents. Ça crée donc une perte de contrôle des femmes sur leur propre destinée, et ça a tendance à renforcer les alliances matrimoniales. Et puis, je vais le remarquer, et je pense que vous y avez peut-être déjà pensé, le clitoris est le seul organe féminin dédié uniquement au plaisir. Donc, couper le clitoris, c'est en quelque sorte ne pas donner la permission à la femme de ressentir du plaisir. Ou en tout cas, c'est donner une restriction à ce plaisir, une restriction très forte. Là, on conçoit bien la violence de ce système patriarcal où l'homme cherche à se garantir un véritable monopole du plaisir sexuel. Dans ce système, la jouissance de la femme est coupable et la masturbation, quant à elle, est pratiquement rendue impossible. Donc vous voyez que cette coutume fournit donc bien des avantages ou des sortes d'avantages aux hommes, même si elle reste évidemment extrêmement difficile à comprendre pour la majorité d'entre nous. Ce qui permet son maintien, c'est la tradition, d'accord ? C'est pas la religion. Alors certes, les pays qui pratiquent l'excision sont en immense majorité des pays musulmans. Cependant, notez bien, l'islam n'a jamais exigé l'excision parmi les injonctions coraniques. Je pense plutôt que l'islam n'a rien fait pour la supprimer. Et en Indonésie, on remarque que les autorités religieuses considèrent l'excision comme un devoir traditionnel. Aujourd'hui, l'excision a été beaucoup dénoncée à l'international, dans l'ensemble la pratique est en recul, mais elle est loin d'être éradiquée, malheureusement. Après la société chinoise et son bandage des pieds, après la tradition africaine de l'excision, parlons un peu de la société islamique et en particulier des talibans. Alors j'ai regardé récemment le reportage Afghan réalisé par Solène Chalvon-Fioriti. C'est très bien, je vous encourage vraiment à le voir, il est vraiment poignant et son ton est assez juste, je trouve. Déjà dès le début du reportage, on entend un imam crier « Une femme non couverte est comme un bonbon sans emballage, il attire les bactéries et les mouches et il en deviendra souillé ». Ça vous met dans l'ambiance. Les talibans, semble-t-il, leur sujet de préoccupation premier dans la vie, ce sont les femmes. Nul peuple sur Terre n'a autant pris en compte la femme dans son système politique, puisque l'ensemble des règles auxquelles elles sont soumises pourrait valoir un volume de l'épaisseur d'un dictionnaire. Les femmes doivent être recouvertes d'un voile, on ne doit pas voir leurs cheveux, on ne doit pas voir leurs yeux, elles ne doivent pas regarder un homme dans les yeux, elles ne doivent pas porter une autre couleur que les couleurs autorisées, noir ou bleu, elles ne doivent pas sortir seules, elles ne doivent pas se promener sans un parent de sexe masculin, elles ne doivent pas s'instruire, elles ne doivent pas aller à l'école, elles ne doivent pas faire de hautes études, elles ne doivent pas devenir médecins, etc., etc. Et bien sûr, il faut les lapider en cas d'adultère. Il y a une scène de lapidation qui est au milieu du film. Donc visiblement, les femmes, c'est un sujet qui travaille le taliban jour et nuit. Et dans ce reportage, on voit les talibans qui arrêtent les voitures sans cesse pour ordonner aux passagères de cacher leur visage. Ils les empêchent d'accéder aux universités, d'accéder à la majorité des emplois. Les filles ne sont pas scolarisées après 12 ans. Les employeurs du privé n'osent pas employer des femmes de peur d'avoir affaire au gouvernement des talibans. Ils ne veulent pas prendre de risques.
Les femmes n'osent plus sortir seules de chez elles, elles s'exposent à des violences si elles sont sans mahram, c'est-à-dire si elles ne sont pas accompagnées. Cette situation, elle arrive après que l'Afghanistan ait été dirigé par un gouvernement appuyé par les Nations Unies, qui permettait aux femmes de faire des études. Donc les femmes qui précédemment ont étudié à la fac en 2021 se sont retrouvées sans études et sans emploi brutalement, et sont sommées de rentrer au foyer. Sauf que si elles n'ont pas de mari, elles se retrouvent incapables de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs enfants, et elles ne sont pas autorisées à mendier dans la rue, ou à solliciter l'aide des organismes internationaux. Mais en réalité, en Afghanistan, il y a énormément de femmes qui font la manche depuis 2021. Et le pays a énormément de mal à fonctionner depuis que les femmes n'y travaillent plus. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des femmes qui font l'école clandestine dans des caves ou dans des cabanes afin de ne pas perdre leur niveau d'instruction pendant cette ère de domination des talibans. Et bien souvent, en fait, les femmes se retrouvent bloquées à la maison sans pouvoir rapporter d'argent pour aider leur mère ou leur frère. Donc voilà le drame que vit aujourd'hui l'Afghanistan. On commence par vouloir appliquer les injonctions du Coran à la lettre, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, et on en arrive à une société qui manifestement a un problème avec les femmes, qui a peur des femmes. Si vous voulez, c'est une société qui a peur que les femmes puissent devenir plus intelligentes que les hommes, et donc qui préfère les maintenir dans une position de seconde zone. L'Afghanistan est certainement le pays du monde où les inégalités sont les plus profondes entre les deux sexes. Il faut jamais oublier ça. Alors, est-ce que toutes les sociétés islamiques sont comme celle-ci? Alors, je pense pas, puisque, à mon avis, l'Afghanistan a atteint des sommets dans cette façon de réfréner l'accès des femmes aux études. Si vous allez dans d'autres pays, elles accèdent beaucoup plus facilement aux études. Maintenant, il n'empêche que, évidemment, en islam, il y a une tendance à être complètement figé, à se figer sur une société gravée dans le marbre par le Coran, la société soi-disant idéale pensée par un homme du 7e siècle. Et en réalité, le système islamique a tendance à paralyser l'évolution du droit pour aller jusqu'à exiger leur voilement. Les musulmans donnent l'impression de n'être pas capables de dominer leur propre regard, de n'être pas capables de composer avec la beauté des femmes, tout simplement. Enfin, quatrième et dernière illustration d'une société qui semble mépriser ou mettre ces femmes au banc de la société, je voudrais vous parler des infanticides. En Chine et en Inde, mais il semble que dans le Caucase, il y ait aussi ce problème, il y a un déséquilibre démographique entre hommes et femmes. Les filles, autrefois, sont abandonnées ou tuées après leur naissance parce qu'elles ne sont pas souhaitées par leur famille. Et aujourd'hui, avec les échographies, évidemment, le phénomène est encore plus répandu sous la forme d'avortement sélectif. On parle aussi d'avortement sexo-sélectif. Attention, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans le monde, normalement, on devrait avoir environ 105 naissances de garçons pour 100 filles. Ce sexe ratio est tout à fait normal, biologiquement. Il y a naturellement un peu plus de bébés garçons qui parviennent au terme de la grossesse. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce chiffre ne crée aucun excédent d'hommes, puisque cela est compensé par l'espérance de vie des femmes qui est plus grande que celle des hommes. Une société normale devrait donc avoir ce sexe ratio à 105. Pourtant, ce chiffre a pu monter jusqu'à 120 en Chine à l'époque de l'enfant unique obligatoire, et en Inde, dans la région du Pendjab, on arrive à 128 garçons pour 100 filles. Un déséquilibre qui devient vraiment monstrueux en Inde, qui a lieu à des degrés divers dans l'ensemble du pays, mais de façon clairement visible au nord. Les estimations pour 2010 de la population de la Chine et de l'Inde font apparaître un surplus apparent, les deux pays cumulés, de 91 millions d'hommes. Dit autrement, il semble apparemment manquer 91 millions de femmes en Inde et en Chine pour l'année 2010. Où sont passées toutes ces femmes? Eh bien, visiblement, elles sont mortes avant leur naissance. Pourquoi? Les sociétés chinoises et hindoues sont des sociétés conservatrices et volontiers misogynes, où là encore, les femmes ne sortent pas seules, les femmes sont soumises à l'autorité de leur mari, et dans le cas de l'Inde surtout, elles sont beaucoup moins instruites et alphabétisées que les hommes, beaucoup moins diplômés, leur travail est beaucoup moins reconnu socialement et beaucoup moins bien payé. La situation des femmes est sûrement moins grave en Chine qu'en Inde, mais c'est la politique de l'enfant unique qui a poussé de très nombreux parents à choisir
Entre avoir un garçon ou avoir une fille, il est évidemment préférable, en tout cas à l'échelle de la société, il se dégage une préférence pour avoir un garçon. Avec la fin de l'enfant unique, on peut estimer que le problème s'est amélioré, les abandons de fillettes sont moins fréquents que par le passé, mais elles ont marqué l'histoire de la Chine pendant des siècles. En Inde, une particularité de la société, c'est le système de la dot. Une fille est destinée à quitter le foyer, à rejoindre son mari, et pour fonder ce foyer, la famille de la mariée doit bien souvent verser une dot qui est très élevée, qui peut s'élever jusqu'à 15 000 roupies. Donc ça, c'est une première raison. La dot a été certes abolie en Inde en 1961, mais en fait, elle continue d'être pratiquée à très grande échelle. Donc une fille représente, presque toujours, une perte économique. Et peut-être qu'on tient ici une première raison de ces avortements sélectifs. Ce n'est cependant pas la seule. Comme avec le bandage des pieds, il est tentant d'aller chercher un mari au niveau social le plus élevé possible, surtout dans cette société de caste, qui est donc, la société indienne. Qui dit trouver un meilleur gendre, dit lui verser la dot la plus élevée possible. Les alliances matrimoniales sont toujours teintées d'ambition dans une société en surpopulation où la compétition est plus acharnée, ici qu'ailleurs. Et cette dot, elle est versée pratiquement dans le foyer de la famille de l'homme. C'est la femme qui se déplace avec sa dot vers la maison de la famille de son mari. On parle de mariage patrilocal. Ça, c'est très important. La femme se déplace tandis que l'homme reste à proximité de ses parents. La femme va donner ses bras, son ventre et son travail pour le bénéfice d'une famille étrangère. En Chine, un proverbe dit « élever une fille, c'est comme arroser le champ de son voisin ». D'un point de vue du travail, la situation n'est guère meilleure. Les femmes travaillent beaucoup mais sont mal payées. On ne les voit pas comme des héritières fiables. On ne les voit pas reprendre l'exploitation familiale. C'est vous dire que finalement la naissance d'une fille n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le foyer ou pour l'entreprise familiale. Et à l'inverse, avoir un fils, c'est un honneur. Lui va reprendre l'entreprise ou l'exploitation. On va plus volontiers l'inscrire à l'école. Et quand il se mariera, ce sera un honneur et une richesse. Il nous ramènera une dot, il nous ramènera un diplôme, il nous ramènera un carnet d'adresses, etc. Bref, la naissance d'un fils, ça se fête en fin de compte. L'utilité principale des femmes en Inde, c'est d'engendrer des fils. C'est dire que la situation est assez piteuse. Avec ça, il existe aussi des causes religieuses. Dans la religion hindoue, c'est le garçon qui allume le bûcher funéraire de ses parents, leur permettant ainsi de rejoindre le nirvana. Ainsi, n'avoir que des filles condamne les parents à se réincarner dans un être vivant de statut inférieur. Et ça, c'est aussi valable en Chine. Là aussi, ce sont les fils qui sont responsables du culte des ancêtres. Vous voyez toutes les implications que peut avoir le sexe d'un enfant. C'est dans le Pendjab, en Inde, que le problème a pris des proportions qui n'ont pas d'égal dans le monde. Il faut dire que les causes traditionnelles sont évidentes. Là-bas, l'infanticide féminin est effectivement très ancien. Les Britanniques ont repéré cette pratique d'infanticide féminin chez les Jats, les paysans pendjabis, dès 1857. Donc ça fait au moins 150 ans que ça dure, et peut-être même plus encore. Même avant, en 1789, dans l'Uttar Pradesh, au nord encore, certains fonctionnaires indiens s'étonnaient que certaines régions n'avaient pratiquement que des enfants garçons. Donc une situation qui dure depuis sans doute extrêmement longtemps, qui est constitutive du monde asiatique et qu'il est bon d'avoir en tête pour qui veut étudier l'Asie. À cela s'ajoute le fait que ce qui nous paraît nous être un problème n'en est pas spécialement un pour les gynécologues indiens. Tous les jours, ils voient passer devant chez eux des femmes qui demandent le sexe de leur enfant, et lorsqu'elles se voient dire que c'est une fille, elles demandent l'avortement. Depuis 1995, il est interdit de révéler le sexe de l'enfant, justement pour cette raison. Mais ça n'a pratiquement rien changé. En fait, 80% des établissements de santé sont prêts à se laisser corrompre et à faire cet avortement moyennant un pot de vin, pour les risques encourus, qui sont d'ailleurs minimes. Et le résultat de ça, finalement, ce sont des dizaines de millions de fœtus en bonne santé qui ont été avortés dans l'indifférence générale. Dans le Pendjab ou dans le Cachemire, on peut avoir un ratio qui va jusqu'à 6 femmes pour 10 hommes. C'est du jamais vu. On est à 8,5 pour 10 à l'échelle de l'état du Pendjab. En Inde, 90% des enfants abandonnés sont des filles.
Certaines sont abandonnées dans des poubelles. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. En Inde, dès que l'avortement a été légalisé, immédiatement les tendances eugénistes, parce qu'il faut savoir que tout droit à l'avortement est associé de dérives possibles eugénistes, et bien ici, ces dérives, elles se sont immédiatement manifestées en Inde. Mais c'est un eugénisme très spécial, puisqu'on élimine les femmes. Comme si être une fille, c'était une tare pour la société. Enfin, vous voyez le délire. La disparition des femmes de la société, c'est un véritable eugénisme non contrôlé, un eugénisme à l'échelle d'un pays. Et puis la conséquence de ça, tout simplement, c'est la surcharge du marché de l'amour, tout simplement, l'existence d'un grand nombre d'Indiens et de Chinois qui sont célibataires par la force des choses. Et c'est accompagné de tout un tas de frustrations qui peuvent développer aussi un certain climat de violence conjugale ou de violence vis-à-vis des femmes dans la rue. Dans cette vidéo, nous avons montré que la misogynie n'est pas qu'un phénomène du privé. On peut tout à fait construire une société autour de principes misogynes. Par le bandage des pieds et par l'excision, on peut tout à fait pousser la domination des hommes jusqu'à la mutilation. Avec l'exemple des talibans, on a vu que si vous ne voulez pas voir des femmes, la société peut les mettre littéralement sous une bâche. C'est donc une véritable dissimulation de la moitié de l'humanité qui est organisée à l'échelle du pays. Enfin, avec la société chinoise et hindoue, on voit que la femme peut être tellement associée au malheur qu'on peut vouloir délibérément la tuer à sa naissance ou avant sa naissance. L'avortement devient, dans ce cas comme dans d'autres, au service d'une dérive eugéniste. Donc mutilation, dissimulation, eugénisme. C'est les 3 mots par lesquels vous pouvez résumer ce que j'ai essayé de vous apprendre dans cette vidéo. Nous avons vu aussi que ces systèmes et ces violences sont complètement intégrés par les femmes elles-mêmes. Ce sont des mères qui bandent les pieds de leurs enfants, ce sont des exciseuses qui pratiquent cette macabre opération, et ce sont des mères, pas forcément des mères pauvres d'ailleurs, qui demandent aux médecins de leur faire subir un avortement parce que leur fœtus est féminin. Les femmes sont donc, en fait, elles aussi complètement prises dans le système, et elles en sont à la fois la victime et l'agent. On peut remarquer aussi que ces phénomènes ne sont pas du tout isolés. Nous avons parlé de la société hindoue, de la société chinoise, de la société africaine traditionnelle, de la société islamique, dans certains pays musulmans en tout cas. Autrement dit, la misogynie institutionnalisée, elle est extrêmement répandue à la surface du globe. C'est un problème d'ampleur mondiale, mais qui prend effectivement des apparences fort disparates. Tout ce que nous avons vu dans cette vidéo n'a pas d'équivalent en Occident. On nous dit parfois que la source du problème, c'est le mâle blanc occidental. Soyons clairs, les femmes n'ont pas été plus opprimées en Occident qu'ailleurs. Les femmes ont été moins opprimées en Occident qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de patriarcat en Europe, mais ça veut dire qu'il a rencontré certaines limites là-bas, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais qui mériteraient d'être mentionnées. Parce que les sociétés patriarcales du passé ne sont pas toutes de même nature, ne se valent pas et ne se ressemblent pas. On se demande souvent pourquoi la société islamique semble si attachée au voile. Par lui, la société dissimule la beauté des femmes. Cette beauté est source d'effroi. Les musulmans n'inventent rien. Ils trouvent leur réflexe dans des choses que nous ressentons tous à des degrés divers. Il arrive parfois de nous effrayer du charme féminin, qui par la magie qu'il inspire sur notre imagination, finit souvent par nous trahir ou nous blesser. L'islam, connu pour sa rigidité dans ses mœurs sexuelles et conjugales, ne fait que généraliser cette méfiance contre l'autre sexe. Certes, il proclame son respect des femmes et des filles, sincèrement, mais toujours en cherchant à les désarmer au préalable des outils de séduction qui pourraient nous atteindre. On peut le dire, la beauté des femmes est le premier des pouvoirs qu'elles détiennent sur nous. Leurs cheveux, leurs épaules, leurs formes, leur maquillage et leurs bijoux, toutes ces choses sont des dangers que le voile islamique a vocation à dissimuler, et pas seulement en Afghanistan. Ce qui est particulier à la burqa des Afghanes, c'est qu'on tente même de cacher leurs yeux. Ce n'est pas seulement que le regard est puissant, c'est aussi qu'il est source d'équité. Lorsqu'un homme et une femme croisent leurs regards, il se passe alors un état d'observation réciproque, dans lequel aucun des deux ne l'emporte sur l'autre.
Oser regarder quelqu'un dans les yeux, c'est se mettre à son niveau, c'est être son égal, pour un instant du moins. Aussi beaucoup de talibans réprimandent ce regard lorsqu'ils ne l'ont pas demandé. Les passionnés de photographie savent que les yeux les plus célèbres qui ont été photographiés furent justement les yeux d'une Afghane. L'histoire de l'art est pleine de ce genre d'heureuses coïncidences, comme si le photographe sentait combien précaire était ce regard pour nous. Nous avons vu aussi que les Afghans n'hésitent pas à priver les femmes d'éducation et de connaissances. En effet, le second pouvoir des femmes réside dans leur autonomie et leur intelligence. Aucun esclavage réel n'a jamais pu les empêcher de marcher, de travailler et d'apporter leur contribution silencieuse à la société. Mais par ce travail, elles sont aptes à demander une rétribution et à réclamer une part des récompenses que les hommes répartissent souvent entre eux. Pour empêcher cette réclame, à chacun sa façon de procéder. Quand les talibans frappent en haut, à la tête, par l'interdiction de l'accès aux études, les Chinois plus prosaïques frappent en bas, juste sous les chevilles. La Chine, quoi qu'on pense, a cherché à détruire cette autonomie, en l'attaquant à sa source même, dans les organes dont les femmes usent pour vaquer à leurs intérêts, les organes les plus bas, les plus terrestres et les plus utiles qui soient nôtres, qui sont les pieds. Parlons maintenant de l'excision. Cette pratique fait perdurer le mal plus sournoisement encore. Les femmes sont avant tout ici atteintes dans leur attribut physique le plus essentiel. Rien ne peut justifier la perfidie d'un tel système. Les femmes infibulées grandissent en enveloppant les hommes dans un brouillard opaque qui est l'effet de leur terreur. Elles deviennent si incapables de s'intéresser à leur destin marital qu'elles sont à la merci des choix de leurs parents. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dans les mariages arrangés, la vie de la femme peut importer dans une certaine mesure. Mais ici, il est impossible. L'abandon est total, il est physique. Le sujet même ne peut être abordé que difficilement. Là où il devrait y avoir de la jouissance, on a mis de la douleur et de la déchirure. Là où il devrait y avoir du sentiment et de l'attirance, au fond on arrache aux femmes ce qu'elles possèdent de plus précieux, leur faculté d'aimer. Le quatrième exemple que j'ai donné est de nature différente. L'infanticide n'est pas l'origine du problème, mais il le trahit dans une société hindoue où pourtant les femmes semblent sourire. Il dénonce la cruauté du patriarcat et du système de la dot, mais de façon inconsciente. En effet, chaque femme indienne, en sacrifiant son enfant, ne pense pas être l'agent de quoi que ce soit. Elle pense à ses intérêts, à sa famille ou à ses finances. Mais la somme des désirs individuels aboutit pourtant ici à quelque chose de grotesque. On tue des filles parce qu'elles sont des filles, et ce dans un silence assourdissant. Bon, je dois ouvrir ici une parenthèse. Les féministes occidentaux ont des difficultés à parler de ce sujet. Ayant toujours prôné l'avortement comme le droit le plus inviolable de la femme, ils sont ici mis face aux mêmes arguments qu'ils balayent devant leurs contradicteurs. Ils ne peuvent que difficilement concevoir que l'avortement puisse entraîner un phénomène d'eugénisme. Ils ont toujours dénigré les droits des fœtus handicapés, par principe. Mais imaginez qu'un tel eugénisme non seulement existe, mais soit tourné contre ces mêmes femmes qu'ils étaient censés protéger au départ. Voilà un rebondissement qui a de quoi les décoiffer. Et les chiffres sont considérables. Je le rappelle, en 2010, 91 millions de femmes en Inde et en Chine manquent à l'appel. Et personne ne veut endosser la responsabilité de ce bilan. Ces fœtus n'ont peut-être pas souffert, ou en tout cas ils n'ont pas crié. Ils sont simplement revenus au néant dont on les a tirés. Aucun avocat n'ouvrira leur dossier. Victimes d'un crime sans auteur, tués avant que leur souffrance ne devienne source d'embarras, ils rejoindront les limbes des statistiques, qui est la seule place qui existe pour eux ici-bas. Comprenez-moi bien, je ne me moque pas des féministes. Leur position n'est pas facile. Pour eux, l'embryon n'est pas un enfant. On ne peut pas lui accorder de droits. Ce qui pose problème, ce n'est pas qu'il soit mort. Ce n'est pas non plus qu'il soit une fille, car l'avortement peut tout à fait concerner des filles. On ne se soucie de lui que dans la mesure où ce qui le tue, c'est le patriarcat. C'est la misogynie de l'acte que les féministes ne peuvent pas ne pas voir. Or, il se présente ici une difficulté. Pour eux, une femme peut vouloir avorter son fœtus pour toute autre raison que celle-ci. Et d'ailleurs, si l'État veut dénoncer le problème, une femme résolue invoquera toujours d'autres raisons, qui existent souvent aussi d'ailleurs, des raisons financières, des raisons familiales.
L'avortement sexo-sélectif n'est donc jamais une faute. Il n'est jamais pris en flagrant délit. Il n'existe aucun moyen de le dénoncer en étant absolument sûr qu'on a affaire à lui. On ne sonde pas les intentions secrètes des femmes. Or, ce que l'on ne peut pas prendre sur le fait, on peut encore moins l'empêcher. Le motif réel, partiel ou total, de cet avortement, qui est le sexe de l'enfant, personne n'est censé le connaître. Il existe à l'état semi-conscient dans l'esprit maternel. Mais il n'est révélé à la société que des années plus tard, quand les statistiques anonymes révèlent le poteau rose à la face des fonctionnaires. Si je dis tout cela, ce n'est pas pour soutenir des opinions anti-avortement, ce n'est pas vraiment le sujet, mais plutôt pour vous montrer que les outils conçus par les féministes pour défendre leur cause sont durs à manipuler à l'échelon politique. Le résultat, c'est que les défenseurs des femmes en Inde sont amenés à tenir des propos et des pancartes qui feraient sûrement grincer des dents leurs homologues européens. Ce paradoxe était d'ailleurs inévitable. On ne peut pas sensibiliser les femmes enceintes, chercher à sauver la vie qu'elles portent, tout en refusant dans le même temps aucune valeur à cette vie. Tout ce qu'on peut constater, c'est que l'esprit global de la société semble encourager à l'avortement sexo-sélectif. Lorsqu'elles n'assument pas leur progéniture, les mères indiennes ne détestent pas leur sexe, mais elles accomplissent ces gestes qui prouvent qu'au fond, inconsciemment, machinalement, elles sentent qu'il n'y a pas vraiment dans le monde indien de place pour les femmes. Pour conclure, la solution est sûrement sociétale. Une société saine doit apprendre à respecter et à honorer ses femmes. Ce respect est dû à nos mères, à nos femmes, à nos sœurs et à nos filles. Depuis le jour où elles sont conçues, jusqu'à celui où dans la terre elles seront déconçues. Féminité et virilité ne sont pas des gros mots. Ce sont des choses très précieuses et très complémentaires. Des choses qui sont faites pour s'écouter et pour se parler. Il y a ici un équilibre fragile, une coexistence harmonieuse qui peut être recherchée et construite. Je sais bien que ces phrases nous paraissent banales. Ce qui est triste, c'est que nous remarquons leur banalité avant leur vérité. On les méconnaît en grandissant lorsque notre rapport aux femmes est immature ou plastronnant, et on les oublie plus tard, lorsque nous faisons supporter à nos épouses les effets immérités de notre oisiveté ou de notre sarcasme. Ce respect est pourtant une condition essentielle de notre vie. Les vrais hommes sont ceux dont la virilité n'offense personne lorsqu'elle s'exprime.